Un commentaire rapide, messieurs. Bruno Vanier, alors bon, ça vous intéresse quand même, j'imagine, particulièrement, parce que là, c'est la Chine qui est visée, c'est des secteurs, des industries chinoises, c'est un risque grandissant, vous le prenez très au sérieux aujourd'hui? On le prend effectivement au sérieux, c'est un risque qui pourrait, s'il se détériore, hein, remettre en cause un peu les chaînes de valeur dans la techno notamment, et l'idée même du commerce mondial. Donc clairement, c'est un point potentiellement négatif pour les marchés émergents, c'est indéniable. Du point de vue de la Chine, forcément, il y aura une réaction. Il y aura une coopération. À mon avis, l'habitude chinoise est plus de négocier, pas dans l'ombre, je dirais, mais plutôt en dehors des projecteurs, plutôt que. S'il y a escalade, vous dites, ça viendra plus des États-Unis que de la Chine. Mais c'est le jeu. Hein. En fait, on voit bien qu'il y a un jeu indéniable là. Il faut rappeler que la Chine est aussi un petit peu protectionniste. Hein, donc que les États-Unis tapent un peu sur la table comme ça, c'est presque, j'ai envie de dire, presque de bonne guerre. Hein. S'ils peuvent récupérer quelque chose à la fin, tant mieux finalement pour les États-Unis. Simplement, c'est pas la Chine, c'est pas que la Chine hein, quand même, parce que cette chaîne technologique, on parle de ces produits techno à haute valeur ajoutée, ils ne viennent pas que de Chine, hein, ils viennent aussi de Corée, de Taïwan, de Hong Kong. De l'ensemble des pays asiatiques, mais aussi des sociétés américaines, quoi, clairement, qui bénéficient de l'optimisation de cette chaîne de valeur, hein, d'une certaine manière. En premier lieu, on peut bien évidemment citer Apple, qui fait tout fabriquer là-bas, hein, avec des composants, certes un savoir-faire, un design américain, mais des composants qui sont sourcés en Corée, à Taïwan et bien sûr en Chine. Donc il y a une remise en cause potentielle d'une chaîne de valeur. Pour le moment, il est sans doute un peu trop tôt de crier au loup. Il faut bien sûr regarder ça dans le détail. Si ça se détériore, c'est négatif pour l'ensemble des pays émergents asiatiques. Mais bon, à mon avis, c'est plus une négociation qui va se mettre en place. Il y aura peut-être des marges de ci, de là qui seront un peu moins importantes. Et encore une fois, Apple risque d'avoir des marges qui baissent un peu. Quoi. Ah ouais, intéressant. Non, mais intéressant, on suivra. Bon, Apple qui baisse un petit peu aujourd'hui. Facebook est en train de tenter un rebond après moins 10% en 2 séances. Venons-en à la Fed. La réunion du comité de politique monétaire est en cours. La décision est attendue dans moins de 3 heures maintenant, suivie d'une conférence de presse de Jérôme Powell. Sa première en tant que président de la Fed, Thomas Kosterg. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce qu'il faut attendre des changements particuliers dans le discours et dans la communication de la Fed ce soir, sous l'égide désormais d'un Jérôme Powell, Thomas? Oui, non, je pense qu'il y a quand même un certain degré de continuité avec Janet Yellen. Janet Yellen avait mis en place un peu une routine de une hausse de taux par trimestre, qui, rappelons-le, est seulement la moitié de ce qui s'est fait dans le cycle précédent de resserrement, puisque en 2004-2006, on était plutôt à 2 hausses de taux par trimestre. Donc c'est un resserrement assez lent qui a été initié par Janet Yellen et qui va sûrement se poursuivre avec Jerome Powell. Ce qui a vraiment un peu changé, c'est l'économie et le cadre budgétaire, puisque on a eu ces baisses d'impôts de Trump qui ont été votées au mois de décembre. Il y a aussi un peu plus d'assouplissement budgétaire dans les tuyaux. Donc il faut que Powell prenne ça en compte. Donc la question, c'est comment il va prendre ça en compte. Il se peut qu'il indique un peu plus de hausse des taux, notamment via le fameux dot plot, qui pourrait voir plus de personnes de la Fed attendre davantage de hausse de taux cette année. Donc on pourrait passer potentiellement d'une médiane de 3 dots, de indiquer 3 hausses de taux cette année, à indiquer 4 hausses de taux, ce qui serait bon an, mal an, finalement cohérent avec cette routine, ce que j'appelle cette routine de une hausse par trimestre. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il faut attendre des changements sur le niveau d'arrivée, Thomas, le taux terminal, qui avait été un petit peu rabaissé par Janet Yellen, signe que peut-être la croissance potentielle américaine s'était quand même un petit peu élimée d'une certaine manière. Est-ce qu'il faut attendre des changements à ce niveau-là? Là aussi, c'est quelque chose qui sera très regardé par les investisseurs. Tout à fait, ça va être très regardé. Alors je pense que là, Powell est un peu dans la même lignée que Janet Yellen. C'est vrai qu'on sent que Powell fait très attention à la photo d'ensemble, à une vue assez long terme. Il regarde de façon très précise le marché du travail. On a vu qu'il a quand même beaucoup d'attention sur ce taux de participation pour les gens entre 25 et 55 ans qui reste trop bas selon lui. Et il a aussi beaucoup d'attention sur la productivité. Rappelons que la productivité reste très décevante. On était à seulement 1,1% en rythme annuel au 4e trimestre.
Et donc, il est assez peu probable que ce taux de long terme monte ce soir dans les projections de la Fed, puisque je pense qu'il y a quand même toujours cette déception par rapport à la productivité, cette productivité qui ne veut toujours pas accélérer. Mais néanmoins, je pense qu'il y a l'espoir que l'investissement va enfin repartir et que la productivité repartira également. Mais pour l'instant, on n'a pas encore assez de preuves. Merci beaucoup Thomas. Merci pour votre analyse, votre éclairage avant la décision de la Fed ce soir 19h heure de Paris. Thomas Kosterg, économiste Amérique US chez Pictet Wealth Management, avec nous par téléphone depuis Genève. Grégory, un commentaire rapide d'ailleurs. Enfin, est-ce qu'il y a un sujet particulier pour vous ce soir sur la décision, sur Jérôme Powell? Non, je dis, votre invité a absolument tout dit et très bien. Il y a une seule chose qui va se passer en fait, c'est que ça va être la révision des projections économiques basées sur les données que n'avait tout simplement pas la Fed la dernière fois qu'elles ont fait ces projections au mois de décembre. Donc il faut s'adapter, comme on le disait, aux baisses d'impôts, s'adapter à la baisse du chômage, etc. et prendre ça en compte dans les prévisions, les projections économiques, les fameux dot points. C'est ça qu'il faut attendre et pas autre chose, pas un changement de discours, juste une adaptation à une nouvelle donne et à des données qui n'étaient tout simplement pas dans la possession de la Fed il y a 3 mois. 19h heure de Paris, la décision sur les taux, hausse de 25 points de base attendue, ce sera la 6e hausse de taux depuis décembre 2015 et puis le discours, la conférence de presse à suivre à partir de 19h30. Merci Grégory, bonne séance à vous, bonne conférence de presse de Jérôme Powell. Grégory Volokin en duplex avec nous depuis New York, président de Mescard Financial Services. Bruno Vanier, toujours avec nous en plateau, président de GMO Asset. Il y a un dernier sujet sur lequel je voulais qu'on discute. Bruno, vous évoquiez Tencent tout à l'heure, donc le groupe a publié ses résultats, une des 5 plus grosses capitalisations du monde, devant Facebook aujourd'hui. Tencent, qui à l'occasion de la sortie de Vivendi chez Ubisoft, récupère 5% du capital. Qu'est-ce qui intéresse Tencent dans Ubisoft? Quelle perspective est-ce que ça peut ouvrir pour un groupe français comme Ubisoft aujourd'hui? Tencent a déjà fait ce genre de choses. Ils sont actionnaires principal de Supercell en Finlande. Donc, ça, c'est Clash of Clans. Voilà, c'est pour les jeux Clash of Clans. Tencent fait ses propres jeux, mais aussi une plateforme de distribution pour d'autres éditeurs de jeux. Le fait du reste, la plateforme de jeux la plus importante au monde, quoi. Donc le fait qu'ils prennent des participations, soit minoritaires, soit majoritaires, dans d'autres éditeurs, que ce soit en Europe ou ailleurs, n'est pas en soi étonnant. L'opportunité se présentait avec la sortie de Vivendi. Voilà, donc pour moi, c'est pas étonnant. C'est pas non plus des montants absolument énormes pour Tencent, qui parle plutôt en milliards maintenant qu'autre. Mais voilà, est-ce qu'ils monteront plus que 5%? Ça reste à voir. A priori, je ne pense pas, en tout cas à court terme. Et alors pour Ubisoft, là, qu'est-ce que ça peut leur ouvrir? Donc vous dites, premier distributeur de jeux dans le monde, Tencent aujourd'hui. Non pas que Ubisoft a besoin que Tencent soit un de leurs actionnaires pour distribuer leurs jeux sur les plateformes Tencent. C'est un contrat commercial que Tencent fait avec d'autres sans avoir une participation. Mais il est clair que ça facilitera sans doute les choses. Pour Ubisoft, bien évidemment, c'est plutôt une bonne nouvelle, indéniablement. Ben oui, c'est sûr, je confirme, puisque le titre prend encore plus de 3% aujourd'hui. Il est au plus haut aujourd'hui. Ça se paye 40 fois les bénéfices, Ubisoft. Ouais, c'est quand même monté de presque 10 fois en 3 ans. C'est quand même une performance extraordinaire. Incroyable. En conclusion, un mot des émergents. Ils vendent toujours bien. Hier, Didier Rabattu, directeur des actions globales de Lombardier, d'un positif sur les émergents. Je ne sais pas s'il l'a dit comme ça à l'antenne, mais c'était à peu près le message, et c'est comme ça en tout cas qu'il m'en parle. Je veux dire, ceux qui n'ont pas encore compris ce qui se passait dans les émergents vont peut-être passer à côté du bull market de la décennie. Bon, c'est vrai qu'on a des marchés qui ont même bien rebondi depuis les plus bas. Rappelez-vous, début 2016, on voyait tout le monde émergent vraiment en noir. Les marchés ont repris plus de 70% en dollars à ce moment-là, un peu comme ce qu'ils avaient fait en 2003-2004. Où on avait une première hausse de 73% à l'époque, et ensuite un trimestre un peu plus compliqué, j'ai envie de dire de digestion un petit peu, face à une Fed à l'époque était déjà plus restrictive. C'est un peu ce qu'on est en train de voir depuis le début de l'année. Les marchés se cherchent un peu, on monte un tout petit peu depuis le début de l'année, mais peu en dollars.
Le temps de digérer les bénéfices aussi, qui globalement sont très bons sur 2017, mais les attentes également ont eu le temps de monter depuis plusieurs mois. Donc on est sur des résultats qui sortent finalement en ligne avec les dernières estimations. À mon avis, c'est un temps de digestion, un petit peu comme ce qu'on a connu en 2004, pour ensuite ressortir à la hausse de cette période de consolidation. C'est ce qu'on attend. Et la Fed, le protectionnisme, tout ça, ça ne m'inquiète plus. Enfin, c'est ça qui la Fed n'est pas forcément très inquiétante parce que, encore une fois, une hausse des taux, ça représente c'est le pendant d'une macroéconomie, d'une économie meilleure, donc d'une demande meilleure, même si, j'ai envie de dire, la liquidité excédentaire face à une Fed plus restrictive, elle se réduit. Donc on peut avoir, dans certains cas, une compression sur les multiples, mais si elle est compensée par les progressions bénéficiaires, et c'est le scénario qui se met en place, ce n'est pas un sujet. Et rappelez-vous, entre avril 2004 et 2007, les marchés émergents montaient de 200%. Donc et là, effectivement, on a fait une bulle c'était le dernier cycle de resserrement monétaire de la Fed. C'est pas ce qu'on attend, bien sûr, mais on est un peu dans un schéma, c'est pas forcément, j'ai envie de dire, un peu similaire en termes de contexte macroéconomique, où on a quand même une synchronisation de la reprise globale, que ce soit au Brésil. En Chine, certes, ça va. L'économie tourne un petit peu moins fortement qu'avant, mais c'est pas un problème parce que ce qui nous intéresse encore une fois en Chine, c'est la consommation. La consommation chinoise, elle, se porte très bien avec des progressions importantes des revenus. On voit bien que les Chinois, le dollar en plus de revenus, ils le dépensent quasiment à 100%. Donc c'est vraiment positif pour la consommation et notamment la consommation premium. Donc là-dessus, vraiment pas d'inquiétude. Un pétrole qui est à 65-70 $, c'est positif pour la Russie. Si on passait bien sûr à un niveau largement supérieur, ce serait peut-être négatif pour d'autres pays émergents, mais pour le moment, on reste dans un trend plutôt favorable, quoi. Bon, vous parliez de la consommation premium en Chine, j'imagine qu'un Hermès en profite à plein. Enfin, ils sont même au-delà du premium, voilà. Mais c'est typiquement, voilà. Exactement. Des valeurs qui en profitent à fond. Ils ont publié des résultats historiques. Voilà. Et c'est vrai que pour la petite histoire, Hermès fait partie de notre portefeuille émergent depuis la création. Donc, on aime beaucoup cette. C'est une valeur émergente. Pour moi, c'est une valeur émergente. C'est dingue. Hermès, plus 2,5% ce soir, cet après-midi, sur des résultats historiques. Et surtout sur un dividende. Oui, alors évidemment, important. C'est $10 000 le sac Birkin, il redonne 5 € comme ça à l'actionnaire en plus. Non, mais c'est ça quand même. Voilà. À force de vendre des sacs à $10 000, à un moment. Il y a une accumulation du cash importante. Le dividende est rehaussé, et puis un petit exceptionnel qui est versé 5 € au titre de l'exercice 2017 pour les actionnaires d'Hermès. Merci beaucoup. Merci. Bruno, merci d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure. Merci, Bruno Vannier, président de GEMOS.